Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence qu'on a modestement appelée Mob Programming, la véritable approche du développement en équipe. Je vais co-animer cette session avec l'éminent Mathieu Pousse, ici présent. Je suis très content d'être présent au WordCamp pour diverses raisons, surtout de donner cette conférence, puisque cette présentation, c'est un retour d'expérience de plusieurs années d'une pratique de dev qu'on a fait chez West France, donc un acteur local breton et surtout rennais, donc c'est plutôt cool. C'est quoi le mob programming? Comme tout bon développeur, eh bien, quand on s'est dit avec Mathieu, on va essayer de faire une conférence, on s'est dit, bon, on va aller voir sur Stack Overflow. Bon, là, c'est un sujet agile. Stack Overflow et l'agilité, ça marche pas trop. Et du coup, j'ai cherché sur Wikipédia. Et du coup, je suis tombé sur cet article. Deux choses qui nous ont sauté aux yeux. La première, c'est que le mob programming, toute l'équipe travaille du coup en équipe sur une tâche. C'est bizarre, ça, pour la productivité, ça sonnait pas très bien. Et surtout, la plus importante, c'est que c'est une information qui est douteuse. On est là, ici présent, pour essayer de lever le doute sur ce qu'est le mob programming. Le mob programming, c'est ça. Il y a André, qui est au fond du trou. André, c'est Mathieu. Il a quand même une petite corde de sécurité au cas où il tombe vraiment dans le fond. Et il y a tout un tas de personnes qui regardent ce qu'il est en train de faire, en train probablement de juger son travail, peut-être avec pas beaucoup de bienveillance. Oh non. Et surtout, là où c'est dramatique, c'est que ce qu'il n'y a pas sur ce schéma, c'est Shérif. C'est qui Shérif? Shérif, c'est votre chef de projet. Il est vil et puissant. Et il va dire à André, qu'est-ce que c'est que ce travail? Restons polis, ça va pas du tout. Vous êtes une dizaine de personnes et il n'y a que toi qui bosses. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que vous êtes en train de faire? Alors, pour Shérif, on va faire un petit briefing. Donc, l'idée du mob programming, c'est de réunir toute l'équipe, donc la Dream Team, votre équipe, pour qu'elle travaille sur le même sujet, au même moment et au même endroit. C'est-à-dire vraiment de réunir tous les efforts, toute la capacité de votre équipe à solutionner un problème en un instant. Alors, dans la théorie, ça permet de récupérer le meilleur de l'équipe en permanence, de lisser la performance par le haut. Donc là, si on a un axe qui montre la qualité qu'on est tous capables de produire, et l'axe du temps qui évolue, en fait, comme on est humain, tout ça évolue dans le temps, et ça, c'est le stagiaire. Au début, il commence, c'est pas dingue, et puis petit à petit, il va de mieux en mieux. Alors là, on a la courbe de Maxime, et on voit qu'il a une petite chute parce qu'il a pris une bière de trop après le restaurant, donc il va un petit peu moins bien, et il s'est même fait dépasser par le stagiaire. Et donc là, il y a un autre développeur. Et donc l'idée, c'est que voilà, en faisant du mob programming, vu que toute l'équipe est là, on va toujours essayer de tirer le meilleur de l'équipe, et s'il y en a un qui est pas concentré, qui est pas disponible ou quoi, il y en a un autre qui va pallier cette défaillance, et comme ça, on essaye d'avoir vraiment le meilleur de chacun à chaque moment. Quelles sont les origines du mob programming? Au final, le mob programming, je pense que ça existe depuis la nuit des temps, sur telle ou telle action, pas forcément du programming. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelque chose d'assez récent. Ça a été théorisé très récemment. C'est une extension du pair programming. Vous en faites peut-être déjà au quotidien. Si vous le faites pas, je vous recommande d'en faire, pour tout ce qu'on va dire dans cette conférence. Ça partage des concepts de extreme programming et du lean. Donc on voit que le parallèle avec l'agilité, il se fait très fortement. Mais l'expression, vraiment, elle a été intronisée en 2003 dans une œuvre qui s'appelle Extreme Programming Perspective. Mais elle a été théorisée pour de vrai 10 ans plus tard par quelqu'un qui s'appelle Woody Zull, qui est encore très actif sur Twitter, etc., qui discute du mob, mais aussi d'autres sujets. Je vous encourage à le suivre sur Twitter. Comment ils sont arrivés à cette théorisation du mob? En fait, c'est une auto-expérience de 2 ans dans une équipe de dev. Donc il y a eu une phase de build, une phase de delivery, une phase de run. Et ils se sont rendus compte qu'ils faisaient beaucoup de pair programming, avec les avantages que ça comporte. Ils faisaient des coding dojo. Si vous connaissez l'exercice, vous allez voir que ça c'est quand même très similaire au mob programming. Et au final, au bout de 2 ans de travail comme ça, ils ont théorisé le concept et ils l'ont appelé pour de vrai, pour la première fois, quasiment la première fois, le mob programming, avec tout un tas de règles, etc. Nous, aujourd'hui, on va vous parler de notre mob programming. Pas celui de Woody, pas celui d'Antoine, pas de n'importe qui, le nôtre qu'on a mis en place, surtout que tu as mis en place, éminent Mathieu, chez West France. Et heureusement que tu étais là. Parce que le mob programming, ça se pratique en équipe. Du coup, si j'avais été tout seul, ça n'aurait pas vraiment marché.
Donc la théorie, c'est ça. Donc effectivement, d'un point de vue chef de projet, on va tous se retrouver au même endroit. Et il va y avoir qu'un seul clavier. Donc ça, c'est un peu le truc inquiétant d'un point de vue extérieur. Donc il y a le driver, donc c'est celui qui a le clavier à un instant T, et c'est vraiment lui qui écrit le code qui va résoudre le problème qu'on essaye d'adresser. Et donc là, c'est le petit qui a la casquette de travail, qui est devant l'ordinateur. Et il y a les navigateurs, c'est tous les autres gars de l'équipe, et eux, ils n'ont pas le droit d'utiliser leur clavier, ils doivent que utiliser leur cerveau. Alors, c'est pas toujours facile, mais l'idée, c'est ça. Et donc, les navigateurs vont énoncer des idées, des concepts, une manière d'avancer pour résoudre le problème, et en fait, le rôle du driver, c'est de retranscrire ça dans le code. Et comme ce serait un peu pénible si on faisait ça, effectivement, toute la journée sans changer les rôles, il y a un timer, donc on le règle, nous, c'était souvent 10 minutes, un quart d'heure, et tous les 10 minutes, un quart d'heure, on change de rôle, et un navigateur devient driver, et le driver redevient navigateur. Et dans la théorie, du coup, on fait ça toute la journée. Et toute la nuit. Et toute la nuit, parce que c'est vraiment bien. Donc, des petites précisions. Les navigateurs, donc ceux qui n'ont pas le clavier, ils vont pas faire une dictée. L'idée, c'est pas qu'on dicte au mec quel clavier, if this.security.manager.isadmin égale true, alors on fait quelque chose. L'idée, c'est c'est un peu de faire comme quand on va débugger avec notre petit canard, là, c'est de verbaliser l'idée, de la mentaliser et de l'abstraire, de faire un effort de verbalisation. Et charge au driver, du coup, de retranscrire ça dans le code. Les navigateurs ne doivent pas toucher au code. Il n'y en a toujours qu'un qui a le clavier, et c'est le seul qui doit écrire. On verra, notamment dans le cas du télétravail, quand on le fait tous à distance, que ça peut poser problème. Alors le contexte, donc Maxime l'a dit, on travaille chez Ouest France, on travaille sur le site internet, du coup qui fait 10 millions de pages par jour, et sur les apps mobiles. Ça c'est juste pour donner le concept, parce que ça nous a introduit des petits biais dans la mise en œuvre. Et surtout, n'oubliez pas les apps. Surtout, n'oubliez pas les apps. Je m'appelle Mathieu Pousse, je suis lead développeur chez Ouest France, et je suis aussi chez Cloud IAM, un SaaS de Keycloak. Et moi, c'est Maxime Audy, donc moi je suis développeur freelance, donc je fais des missions actuellement chez Ouest France. Je fais également de la formation technique sur divers sujets, et j'essaye de participer aux communautés, comme aujourd'hui, en tant que conférencier, et des fois en tant qu'animateur et essayant d'aider. Le contexte de l'entreprise et surtout de l'équipe dans laquelle on travaille, c'est un terreau fertile en fait. C'est déjà, on était sur de très bonnes bases, c'est qu'on a un contexte agile et un vrai contexte agile. C'est une vraie agilité. Bien sûr, il y a des tickets, il y a tout ce genre de trucs, il y a des user stories. Mais ces user stories, voilà, elles s'inscrivent dans un flux. On n'est pas dans un sprint, on ne fait pas des releases tous les X unités de temps parce qu'on ne peut pas en fait. Tout simplement parce qu'on gère de la prod, donc il y a du run. Et il y a des urgences qui arrivent et du coup on n'est plus sur du Kanban. L'unité de quand est-ce qu'on fait les choses, c'est la priorité. Il n'y a pas d'estimation de temps, de taille de t-shirt, de je ne sais quoi. On faisait déjà beaucoup du pair programming dans l'équipe, mais pas un pair programming, on va dire demain à 10h on fait les choses ensemble, mais plutôt du pair programming, même si on fait ça aussi des fois, du pair programming déclenché à la volée. C'est-à-dire, j'ai un souci sur X ou Y, attends, je viens t'aider, tu montes en compétence sur telle ou telle chose, et également, je vais venir t'aider. On a dans les bonnes pratiques de gestion du code, du repository, donc des merge requests, des code reviews. Les code reviews, c'est important, puisque, comme tu le dis si bien, c'est un peu se mettre à nu quand on expose notre code. Et la code review, c'est déjà un fondamental, dans le sens où il faut accepter la critique des autres, qui des fois est positive, des fois est négative. Et des fois, on se sent jugé dans notre fort intérieur. Mais non, c'est du code, c'est pas grave. Relisez votre code d'il y a 3 ans, vous allez dire, oh, c'est qui suis-je? Qui étais-je? Le TDD, donc on essaie vraiment d'avoir un développement piloté par les tests. Dire qu'on fait du TDD à 100%, ce serait mentir. Mais on essaie vraiment de piloter par les tests. Et c'est quelque chose que je pense dans l'équipe, quasiment tout le monde fait au quotidien. Vous verrez que pour l'exercice du mob, ça a un vrai intérêt. On se définit comme full stack.
Je mets des gros guillemets parce que moi j'aime pas cette expression du tout. Et ceux qui me connaissent savent très bien que le front c'est pas trop ma tasse de thé, mais plutôt comme swap stacks, dans le sens où on est capable de faire un mob. Nous deux, le front c'est pas trop. Tu vas voir ton t-shirt, la couleur est pas dingue. C'est vrai. On aurait pu changer le CSS du WordCamp. Mais on est quand même en mesure de participer à des mobs qui parlent de front. Dans le sens où on peut changer les stacks, on peut intervenir sur du JS, même si on va pas tout comprendre, hein, il n'y a pas de souci. Mais on peut suivre le mob, on peut participer à certaines étapes. Donc on est capable de changer les stacks et de suivre à peu près tous les mobs, que ce soit de l'ops, que ce soit de la sécurité, comme l'a bien dit David avant, etc. Le contexte plutôt humain, je pense qu'on a tous dans l'équipe et les gens qui faisaient partie de l'équipe avant également, une volonté d'apprendre et de transmettre. Il y a pas mal de gens dans l'équipe qui sont formateurs techniques sur des sujets divers et variés, donc ça aide la capacité de vulgariser des choses, la capacité d'expliquer, de se mettre dans le schéma de pensée des gens. Et on a une équipe engagée, à notre sens, pour la qualité du logiciel, non seulement sur le code, mais c'est très bien d'avoir un super beau code, mais s'il ne marche pas en prod, en fait votre code il sert pas à grand chose. Donc équipe engagée pour bien faire les choses et surtout que ça fonctionne, qu'il y ait de la valeur pour les clients. Et ça, c'est une petite dédicace à deux copains. Donc David qui a fait une conférence à Devox sur le sujet, et on va taire son nom, le monsieur qui fait un doigt, mais c'est pour parler de la sécurité psychologique. C'est hyper important dans ce cadre de mise à nu un peu de notre code, de savoir qu'on est en mesure de dire les choses. Typiquement, Mathieu, je peux te dire ouvertement et librement que ton code il est nul, nul tout court. Je me suis inspiré du tien. Voilà. Mais on va bien le prendre. C'est la vie, c'est comme ça. Donc la sécurité psychologique, c'est ça. Si à un moment donné, vous êtes dans une pièce et vous avez quelque chose à dire, mais vraiment qui vous importe, et que vous vous dites « Ah non, je vais pas le dire parce que un tel, il va mal le prendre ou ça va créer des histoires », c'est qu'il y a du boulot sur la sécurité psychologique. Après, vous pouvez aussi vous cagouler et faire des doigts à tout le monde. Désolé. Ça marche aussi. Alors, on va vous présenter déjà les avantages que nous, on a trouvé à faire du mob programming. En fait, c'est vraiment un moment où, vu qu'il y a toute l'équipe, alors la finalité, c'est clairement de faire la feature, il n'y a pas de souci, mais c'est aussi un moment de partage où on va partager énormément de choses. Notamment, du coup, les pratiques logicielles qu'on essaye de mettre en place. Donc, ça va permettre de un peu harmoniser la manière dont on souhaite régler les problèmes, développer les features, les normes qu'on veut partager, ce genre de choses. On va pouvoir partager également énormément au niveau des outils, vu qu'on va tous se retrouver sur un PC. Du coup, on va partager le même IDE, du coup, on va pouvoir partager des raccourcis clavier, des tips and tricks, des trucs, des fenêtres qu'on ne connaissait pas, parce que c'est hyper riche, ces éditeurs. On va pouvoir partager l'histoire du projet. Moi, je suis arrivé en 2017, mais donc là, c'était le début, mais Maxime, quand il est arrivé bien après. Et on a pu partager comment on était arrivé à cette solution et comment ce code, aussi pourri soit-il, était déjà en production, où on en était de la roadmap qu'on voulait atteindre, quelles étaient les étapes à avancer et comment on allait y avancer. Ça permet aussi de partager des choses sur l'écosystème. West France, c'est une grosse société. Nous, on fait que le site web et l'app mobile, mais finalement, il y a plein de trucs. Il y a les abonnements, les clients, les distributions, le papier. Il y a énormément de domaines avec lesquels on n'interagit pas souvent, mais ça nous arrive d'interagir. Et le mob programming, c'est aussi l'occasion de discuter de ces autres équipes. Donc, partager des manières de réfléchir dans l'équipe, c'est aussi intéressant pour des fois... Une manière de chercher un bug, elle peut être intéressante parce qu'elle amène un autre chemin de pensée, et le partager à travers le mob, c'est un bon moment pour le faire. On prend le temps d'aller dans le détail. Et c'est avant tout, quand même, un énorme moment d'équipe où on est vraiment tous ensemble. On n'est pas isolés devant notre PC à être concentrés sur une tâche. Il y a clairement des moments où ça dérive et où ça devient un moment d'équipe, un petit team building, quand même. Plus ou moins agréable, en fonction de qui est présent. On choisit. Et, n'est-ce pas donc nous, effectivement, on est plutôt back, mais il y en a d'autres qui sont plutôt front dans l'équipe, et même si c'est une équipe qui fait les deux, le mob programming, comme on essaye de lever la frontière et de faire des mobs à la fois front et à la fois back, ça permet de réunir tout le monde sur le sujet, et de lever les frontières qui n'existent pas trop chez nous, mais qui se crée quand même un moment. Il y a forcément un moment, un effet tunnel, où pendant 2 semaines, on va faire que du back.
et les mecs du front, on va plus trop interagir avec eux, et le mob, il permet de lever cette frontière-là. Alors, on l'a jamais fait avec les devs et les ops, pour des raisons organisationnelles, mais ce serait certainement une bonne idée si vous avez des problèmes de séparation, de silotage. De manière générale, tous les avantages que vient de citer Mathieu se résument en un mot, enfin une phrase du moins, la montée en compétences. C'est quand même un hyper bon moment d'échange technique pour la montée en compétences sur le projet, et pas que une montée en compétences justement que sur la technique, sur tout le reste. C'est sur tous les tips and tricks du quotidien, évidemment sur l'état du code, son histoire, le framework X ou Y, la nouvelle version de tel truc. Pour la montée en compétences, c'est top. Et c'est encore plus vrai pour l'onboarding. Pour remettre un peu l'histoire, moi je suis arrivé sur ce projet qui était déjà en production, qui est un projet qu'on va appeler de velu, à fort enjeu. C'était début 2020, donc en full remote, en full Covid, en full tout seul, et en full aidez-moi. Et du coup, l'exercice du mob, ça m'a vraiment beaucoup servi pour ça, pour mon onboarding. Et actuellement, nous venons d'accueillir un nouvel et jeune émérite développeur dans l'équipe. Et vraiment, son onboarding pendant le mob, c'est vraiment le moment où on en profite pour faire tout ça. Comment je lance l'application sur tel ou tel environnement, comment je fais X, comment je fais Y. C'est vraiment un moment vraiment donné pour ça. C'est top de partager tout ça. Un autre inconvénient, avantage, oui c'est vrai. Un autre avantage, même si on est tous convaincus que la code review c'est top, la code review c'est chronophage et de mon point de vue c'est un exercice qui est difficile. Se mettre dans le schéma de pensée de l'autre juste en lisant son code, c'est pas facile. De facto, vu que le code on l'a écrit ensemble, on a moins de code review. Donc si Sheriff il grogne et il vous dit vous avez mis X temps pour faire telle feature, oui mais ok, elle est en prod dans 2 heures. 2 jours. Il y a 2 semaines. Bref, dans pas trop longtemps. Et il y a aussi moins de stand-up. Les stand-up, je pense que vous en faites tous. Et je pense que vous avez tous des difficultés dans cet exercice. Peut-être qu'il y a quelques menteurs ou des gens qui se voient de la face dans la salle, mais c'est un exercice qui est très difficile dans l'agilité. De mon point de vue, c'est le plus difficile. Réussir à sortir de la valeur sans que ce soit lassant ou trop d'infos ou que ça fasse 45 minutes, c'est dur. Du coup, de facto, vu qu'on travaille tous ensemble, on fait moins de stand-up puisqu'on a entre guillemets plus rien à se dire. Alors les inconvénients, tu voulais en parler. Alors il n'y en a pas vraiment, mais pour nous, dans le cadre de West France, vraiment parce qu'on fait beaucoup de prod, il faut bien comprendre que quand vous prenez toute l'équipe et que vous la mettez dans une pièce pour qu'elle se concentre sur un ticket, il n'y a plus personne au bureau, là où les gens vous attendent, et quand la prod tombe, ils arrivent à votre bureau en espérant trouver un petit soutien qui t'aide, et une petite analyse, et là, en fait, il n'y a personne. Donc ça nous est arrivé une fois, donc on a bien appris. C'était un petit peu désagréable pour les personnes, parce que du coup, la prod, elle était en train de brûler tranquillement, et nous, on était concentrés sur la modification d'une couleur dans une IHM. Il y avait 2 salles, 2 ambiances. On l'a laissé passer, on est ressorti par la petite porte, on les a vus le lendemain. On s'est excusé après. Désolé. Donc ça, c'est vraiment un truc qui pour nous a été un problème. Alors vraiment parce que nous, on fait beaucoup de prod et qu'on est vraiment responsable de ça. Et du coup, on va en reparler après, mais ça nous a guidés sur la mise en place d'alternatives au mob. Alors nos échecs, parce qu'il y en a eu beaucoup des échecs. C'est plusieurs années qu'on fait ça, mais on a beaucoup de fois échoué. Alors le vrai problème, on va en discuter pas mal, c'est le sujet, le ticket qu'on va essayer de traiter dans le mob. En fait, on concentre toute l'équipe et si vous arrivez c'est un peu la même chose que quand vous arrivez dans une réunion et qu'il n'y a pas d'ordre du jour. Du coup, il y a 5-10 minutes de flottement. La réunion, elle n'est pas dynamique, les gens décrochent avant même que c'est commencé et du coup, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas leur rythme qui se met en place et du coup, ça va probablement être un échec. On a déjà eu aussi le cas, on est super, on est agile, etc., on a des tickets, mais il y a toujours quelqu'un dans l'équipe, moi le premier, qui met pas à jour le ticket et qui dit pas qu'il l'a déjà traité. Et du coup, on arrive dans le mob, ça a été traité il y a 3 semaines, on cherche un peu comment résoudre ça, et en fait, au bout d'un quart d'heure, on se rend compte que en fait, ça a déjà été traité, c'est déjà en prod, c'est plus un problème. Et du coup, on a perdu un quart d'heure à chercher, commencer un sujet qui
qui est déjà fini. Et du coup, 15 minutes fois les 5 personnes qui sont dans la salle, pour le coup, ça, Shérif, je peux l'entendre, il va pas être content. Le sujet du sujet. C'est vraiment là où se centralisent la plupart de nos écueils. C'est hyper important de bien flaguer les tickets, chantiers, appelez ça comme vous voulez, que vous allez vouloir traiter en mob. Il y a plein de choses qu'il faut éviter de faire. Nous, on est tombé dans plein de difficultés diverses et variées. Le premier, c'est les sujets qui sont trop exploratoires. Quand il n'y a pas un peu une ligne directrice sur ce qu'on va faire, que tout le monde papillonne un petit peu à droite à gauche. Le côté partage soit de quelque chose déjà existant ou d'un schéma de pensée, vous le perdez totalement de une. Et en plus de ça, c'est difficile de mettre tout le monde dans les mêmes wagons et que tout le monde suive l'exercice. Quand c'est trop pointu, choses qui ne peuvent pas t'arriver, bien sûr, mais qui peuvent m'arriver souvent, quand vous comprenez vraiment rien du tout à comment faire les choses ou l'existant, etc., en fait, vous êtes noyé sous une charge intellectuelle et vous décrochez instantanément. Donc, faut faire attention à ça. De l'autre côté, les sujets trop simples, on est quand même relativement brillant, évidemment, à certains degrés pour certains. Mais les sujets trop simples, là pour le coup, il n'y a pas vraiment besoin d'être traité en mob. Faire une API pour faire genre un crude, un bête et méchant, l'intérêt est quand même assez limité. Ça peut être un bon sujet de mob pour un onboarding pour le coup, vraiment pour toutes les strates qui vont à côté, mais sur de la technique pure, non. Concernant la documentation, ça c'est quelque chose qu'on a essayé, qu'on pense que c'est pour le coup une bonne pratique, il n'y a pas de souci. Mais nous, on a lamentablement échoué. On a essayé de faire un mob sur la documentation, ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'il faudrait qu'on réessaye, peut-être en mettant plus de techniques, c'est-à-dire c'est bien de faire la doc, mais aussi comment on la déploie, ce genre de choses, je sais pas. Mais nous, on avait échoué là-dessus. Donc attention à comment vous choisissez les sujets et comment justement est-ce qu'ils ont de la valeur pour tout le monde. Tu suggères un mob sur la doc, sans la doc. Exactement, c'est une esbrouffe. Et concernant les sujets, il est très facile de prendre un sujet et de voir un pan de l'application, se dire oh là ça mérite un refacto. Tout le monde est d'accord, on se laisse un peu emmener dans le truc. Et en fait non, les refactoring très larges c'est pas une bonne idée parce que il y a peu de valeur dans l'exercice. Je ne dis pas qu'il y a peu de valeur dans le code, c'est pas vrai. Il faudra le faire bien sûr, mais on pourra le traiter plus tard. C'est répétitif. Du coup le côté partage et tout ça, c'est pas du tout mis en action. Donc le refactoring très large, nous, on déconseille. Ça a été plusieurs fois des échecs. Donc c'est bien, on peut les identifier, c'est le bon moment pour les identifier, les chantiers, peut-être pas de les traiter. Alors le danger de réunir 5 développeurs dans une pièce, c'est qu'ils se mettent à discuter framework, espace versus tabulation, nommage de fonctions, est-ce qu'on met des var, est-ce qu'on met des types et tout ça. Donc, il y a plein de choses très intéressantes à discuter quand on développe. Il y a plein de choses utiles pour lesquelles il faut se mettre d'accord pour avoir des conventions, ce genre de choses. C'est pas forcément pour nous le moment du mob, et c'est bien d'essayer d'éviter ces débats philosophiques, parce que du coup, à la fin, le concept de la philosophie, c'est que tout le monde a raison, personne n'a tort. Et du coup, à la fin, on n'a pas, on a bien parlé, on s'est bien amusé, mais on n'a pas vraiment avancé sur le sujet. Et tout le monde ne va pas se jouer le jeu du débat, et du coup, on va en perdre. Il y en a qui vont décrocher et qui vont plus être intéressés par le truc. Donc c'est un écueil qu'on essaye d'éviter. Alors pour le coup, il y a le timer qui va sonner toutes les 10 minutes. Et si au bout de 10 minutes, vous n'avez pas tapé une seule lettre sur le clavier, c'est probablement que vous avez un peu trop parlé. Et du coup, ça peut être l'occasion de recadrer un peu le mob en disant là il faut qu'on soit on tranche, soit on avance, soit on parlera de ça à la pause café ou dans une réunion dédiée à cela. Une des autres choses qui est un peu frustrante, alors, notamment parce que nous, je ne vais pas spoiler, c'est les mobs qui sont trop ambitieux. En fait, quand on va commencer à 14h à traiter un sujet, si à 18h on a traité 5% du problème et qu'on a encore 140% de nouveaux problèmes qui se sont levés, c'est pas quelque chose de très agréable. On a un peu l'impression pas d'avoir rien fait, mais de pas avoir assez avancé, c'est quelque chose qui est assez frustrant. Et du coup, essayer de viser pour que ça soit faisable, en fait, que ce soit des petits tickets. Après, c'est les mêmes problématiques que quand vous prenez un ticket qui est estimé à une demi-journée et qu'au bout d'une semaine, vous commencez à comprendre l'aspect. Je vais illustrer ce propos avec un use case d'il y a 10 jours, un truc comme ça.
avec certaines personnes présentes dans la salle. On a voulu traiter un sujet qui se traitait dans 2 endroits de l'application, une partie A et une partie B. C'est arrivé qu'on n'a même pas fait la partie A pendant le mob, qu'on a dû déclencher un autre mob pour la finir, et c'est très bien. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas, aujourd'hui, je pense que la partie B, elle est toujours pas faite. Donc en fait, on a eu l'impression de traiter le sujet dans son intégralité, et en fait, c'était trop ambitieux, on n'a pas fini, on a réussi à raccrocher les wagons le lendemain, mais il reste un bout qu'on n'a pas traité. Donc attention à ça, bien dimensionner le sujet, c'est hyper important. Ça, c'est des points de vue personnels. Le mode hybride, pour cet exercice, nous, on n'est pas fan. Covid, pas Covid, télétravail, pas télétravail, vous faites comme vous voulez, c'est vos problèmes. Par contre, des réunions en mode hybride, moi je suis convaincu que c'est pas une bonne chose. Qu'est-ce qu'on appelle le mode hybride? C'est une partie de l'équipe en présentiel et une partie de l'équipe qui est en remote. Pourquoi on estime que on n'aime pas ça? Puisque généralement, ce qui va se passer en présentiel, avec des bouts en train type Mathieu ou autre personne, c'est qu'il va rapidement y avoir des petites blagues qui vont s'instaurer, des petites discussions un peu parasites, ce genre de choses, qui vont polluer le canal de communication. Et vu que les gens qui sont en remote sont sur un canal de communication qui est différent, eux, en fait, le vrai message qui est dedans, il y a plein de trames qui arrivent de son, le message, il est brouillé, il est pollué par tout ça. Ça a été franchement désagréable, plein de fois, ce mode hybride. Soit vous pouvez avoir toute l'équipe en présentiel au même endroit, au même moment, et c'est très bien, ou soit tout le monde en remote. On fait plein de mobs avec tout le monde en remote, et ça se passe très très bien. Tous les outils modernes, maintenant, permettent... on utilise Teams, faut pas non plus déconner, mais ça marche quand même un peu, quoi. C'est pas très moderne. Alors, du coup, nous, on a mis en place un certain nombre de règles qu'on essaie de vous partager. Alors, c'est pas à prendre, c'est nos règles, c'est pas ce qui marchera chez vous. Donc, pour gérer le problème d'être disponible pour faire de la prod, nous, on a ritualisé le mob, et c'est uniquement le mercredi après-midi qu'on va faire du mob programming. Donc, on l'a ritualisé dans le sens où tous nos mercredis après-midi sont pris. Il y a une réunion qui fait qu'on n'est pas disponible pour autre chose, et on fera du mob. Et ça fait que c'est le seul jour où il ne faut pas que ça tombe. Mais maintenant, on a dit aux autres équipes où on se mettait, où on se cachait, et du coup, ils peuvent nous trouver s'il y a un problème de prod. Donc ça, c'est pour régler vraiment le problème de disponibilité de l'équipe. On s'isole uniquement une après-midi pour éviter de disparaître à tout jamais dans une cave. On est quand même une équipe agile, donc en ce moment, typiquement, on est en phase d'onboarding d'une nouvelle personne et on déclenche plus de mobs qu'habituellement. On n'en fait pas que le mercredi après-midi en ce moment, parce que ça a vraiment du sens pour le faire monter en compétence sur tel ou tel sujet. Il y a des nouveaux chantiers qui arrivent, donc c'est pareil, c'est des moments donnés de la vie d'un projet où ça vaut le coup d'en faire plus. Mais globalement, c'est ce que tu disais, c'est ritualisé. Et du coup, parce que c'est ritualisé, il ne faut pas tomber dans le travers de se dire on a un mob, il faut faire un mob. On l'a vu, le problème du sujet, il est quand même important. Et faire un mob sur un sujet qui n'est pas adapté ou sur un moment où il n'y a pas de sujet ou un moment où les gens n'ont pas envie de faire un mob, ça va forcément faire une après-midi où on ne va pas tirer le meilleur en fait. On va avoir des bénéfices, mais pas tout. Et il y aura. Nous, on fait souvent un rôti à la fin, juste pour avoir un feedback, savoir si c'était bien passé. Et à la fin, quand on s'est forcé à faire un mob, c'est rarement une bonne chose. Donc maintenant, pas de sujet, pas de mob. Et qui dit sujet, dit leader, porteur, appelez ça comme vous voulez. Mais il est hyper important d'avoir nous on a mis ça leader avec des belles cotes, parce que c'est le leadership, tout ça. Mais avoir quelqu'un qui s'occupe du mob, qui s'occupe du sujet. Vu que c'est ritualisé, on sait que le mercredi après-midi, on a un créneau qui est dédié. C'est quasiment systématique que le lundi, pendant la daily ou dans un autre moment, on se dit du coup, qu'est-ce qu'on fait en mob mercredi? Ça démontre plein de trucs. Déjà qu'on a envie de le faire, parce que c'est un exercice qu'on trouve tous très cool dans l'équipe, et aussi que on sait maintenant que ça se prépare. Et quand on dit préparer un sujet, c'est pas le faire en avance, ça sert à rien. C'est présenter le contexte aux autres membres de l'équipe. Pourquoi est-ce qu'on fait ce sujet et quelle est la solution à adopter et quel chemin on va faire pour y arriver, et surtout le dimensionner. Éviter d'être dans le mob trop ambitieux. Ça nous arrive encore d'échouer, l'exemple d'il y a une dizaine de jours. Voilà. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe du mob de mercredi après. C'est pas toujours la même personne. Des fois c'est Mathieu, des fois c'est moi, des fois c'est X, des fois c'est Y, peu importe. Ça dépend du sujet.
et de la bande passante de chacun. Une vraie règle, la conception, on est tous convaincus qu'il faut en faire. J'espère du moins, on n'est pas à coder directement les trucs et voir que ça marche pas après parce qu'on n'a pas réfléchi. Mais pendant le mob, évitez de faire des sujets de conception pure avec que ça. Le mob, c'est un exercice technique. On est là pour partager des tips and tricks, des astuces, des schémas de pensée, de la technique. Les sujets de conception pure, pour nous, c'est pas adapté. Et j'imagine que en fait, vous faites déjà des mobs de conception pure dans vos équipes. Appelez-les nous, on appelle ça un affinage, appelez-les des grooming, des réunions de conception, etc. Mais en fait, ça en est déjà un, quoi. C'est juste pas un mob programming. Donc les mobs programming, on programme. Ça porte bien son nom. C'est malin. Et donc, c'est pareil, il faut essayer de se concentrer sur l'objectif. C'est-à-dire qu'on décide de traiter un ticket, de traiter un bug, on va forcément tomber sur d'autres trucs dans le code qui vont pas, ou des refactoring qu'on se dit ah tiens ça fait plusieurs fois qu'on passe dessus, il faudrait vraiment le faire. Et ben ça c'est le meilleur moyen en fait de s'éparpiller et puis à la fin de l'après-midi alors vous avez tout refait, l'application maintenant elle brille et tout ça, mais le bug il est toujours là en fait, donc vous n'avez pas vraiment apporté de la valeur business à la fin de la journée. Et donc ça pareil, ça va créer de la frustration parce que finalement le ticket qu'on a traité en mob toute l'après-midi ensemble, il est toujours dans le board et on a traité plein d'autres trucs mais pas ce truc-là. Donc essayez de se concentrer sur l'objectif et de traiter ça, et s'il reste du temps à la fin du mob, commençons ce refactoring qu'on a vu plusieurs fois à la fin. Et si un besoin alternatif survient, comment tu fais? Si on avait un bel outil comme de ticketing, on pourrait créer un ticket dedans. Ce serait pas mal, et pourquoi pas le traiter dans un mob plus tard. Et donc vraiment, nous, l'objectif, c'est qu'à la fin du mob, la solution, elle soit finie, que les tests soient... Alors du coup, comme on fait souvent du TDD, les tests, ils sont mis à jour au début, et voilà, on les va voir au fur et à mesure. Et vraiment, l'idée, c'est qu'à la fin du mob, ça fonctionne. Alors il y a toujours... il reste toujours... par exemple, les tests d'intégration, c'est des choses qu'on essaie d'éviter, parce que ça prend souvent du temps à exécuter et à mettre en place. Du coup, il y a quelqu'un qui va reprendre la fin du mob et refaire ça pendant 1 heure le lendemain. Mais l'idée, c'est que vraiment, le mob, à la fin du mob, à 95%, la tâche, elle est terminée. On commit et ça part en prod, quoi. On remet un petit message. Le mob programming, c'est un exercice technique. Il y a plein de partages humains, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le but du jeu, c'est de se retrouver autour de la technique. Donc, c'est un moment donné que vous allez avoir entre collègues pour progresser, se former, tout un tas de choses. C'est de la tech. Donc, pensez-y, c'est vraiment votre moment d'équipe pour se retrouver autour de la technique. As-tu des astuces, mon cher Mathieu? J'en ai plein. Quelles sont-elles? Alors ça, c'est la photo d'un mob qu'on a fait du coup en présentiel chez OS France. Donc ce qui va être indispensable, on a dit qu'on concentrait toute l'équipe au même endroit, sur le même objectif, du coup c'est d'avoir un grand écran. L'idée, ça va vraiment être que tout le monde regarde la même chose et soit concentré sur le même objectif. Et là, ce qu'on voit, c'est pas idéal, c'est pas la structuration qu'on préfère, parce qu'on voit que celui qui est le driver, en fait, lui, il a son laptop et il va regarder l'écran de son ordinateur, alors que tous les autres regardent la télévision. Eh ben, juste ça suffit à ce que quand quelqu'un, un des navigateurs se montre pour dire, tiens, à telle ligne, tu devrais faire ça, eh ben lui, il regarde sur son écran et on est en train de montrer sur la télé. Donc vraiment, le mieux, c'est qu'il y ait un seul écran qui projette et qu'il n'y ait même pas d'écran devant le driver. Comme ceci. Vous pouvez en mettre 2 si vous avez les moyens. Ouais. Si vous regardez la photo, du coup, qui est pas, là, c'était pas un cas où on était bien équipé, eh bien, ça ressemble vachement à la photo de la formation douteuse de Wikipédia. Donc voilà, et mettez un seul écran, comme ça, vous serez plus trop dans le doute concernant le mob. Et ce qui est bien, du coup, c'est aussi d'avoir un tableau blanc, parce que donc forcément, il y a quand même une petite phase où le leader, là, il va présenter un peu le sujet, de noter les étapes par lesquelles on va vouloir passer, marquer les cas de test un peu tordus auxquels on pense au fur et à mesure. Et une fois qu'on se lance, comme ça, on a toujours une petite checklist. Et à la fin, on vérifie, on biffe au fur et à mesure pour être sûr qu'on a bien tout traité. Mathieu vous a parlé des astuces matérielles, mais il y a aussi les astuces logicielles. J'espère que dans vos équipes de développement, vous avez des éditeurs à peu près communs, ou du moins qui partagent les mêmes linters, ce genre de choses, pour homogénéiser le code. Essayez d'avoir un éditeur partagé et configuré que tout le monde puisse utiliser. Il y a plein d'avantages à ça. Déjà que les gens ne soient pas forcément perdus.
Et aussi que si vous le faites en remote, eh bien, tout le monde aura la même extension, tous les bons outils. Et tu parlais de montrer un numéro de ligne. Eh bien, tout à fait. Sachez que la plupart des IDE maintenant vous permettent rapidement d'afficher les numéros de ligne et c'est hyper pratique. Plutôt que de dire, après, ta levée d'exception ou je ne sais quoi, ligne 400, 404 pour coup, 413, il y a un problème ou agit à cet endroit-là du code. Donc affichez votre numéro de ligne. On revient un peu dans le truc du sujet, essayez de les définir en amont. Nous, c'est ce qu'on fait beaucoup dans le backlog. On a un backlog de sujets, de tickets à traiter, et on fait souvent l'exercice. Il y a plusieurs choses. Les sujets pour les noobs, pour les gens qui viennent d'arriver, qu'on doit accompagner, etc. Mais aussi les sujets, on se dit, celui-là, ça a vraiment du sens qu'on le fasse en mob. C'est sur un côté velu, c'est sur un côté tricky. Tout le monde n'a pas forcément la connaissance. Donc on sait que ce ticket-là, s'il n'est pas urgent, évidemment, si c'est un ticket urgent, on va pas attendre 15 jours, on va pas dire à la plateforme, vous attendez 2 semaines, c'est pas grave. On va le traiter directement. Mais définissez vos listes de sujets en amont, comme ça vous pouvez piocher dedans au fur et à mesure. Et quelque chose que vous pouvez faire, qu'on n'a pas trop fait, nous, c'est de proposer l'exercice au PO, peu importe le terme que vous utilisez, de la personne qui gère le fonctionnel, ou la personne qui fait les maquettes, ou la personne qui fait X ou Y, pour venir peut-être qu'au début, peut-être tout le mob ça intéresse vraiment, mais peu importe, proposez lui l'exercice. Et ce qu'on a fait dernièrement, on travaille dans une équipe qui fournit une plateforme pour West France, et du coup on a des utilisateurs de cette plateforme, et on a convié une personne de la plateforme à un mob, pour qu'elle participe avec nous. Et du coup, on a vu cette personne-là comment aussi elle utilisait l'outil, elle nous a guidé sur la mise en place de telle ou telle chose. Je sais que tu partages pas forcément le même avis sur ça, mais nous, ça nous a été utile parce que aussi on a intégré un power user aussi de la plateforme, vraiment qui n'a pas été du coup déstabilisé. Il n'y a pas eu besoin d'un gros briefing au début. Tu souhaites ajouter quelque chose? Non. Je trouve une accusation un peu gratuite, mais on en reviendra. Le truc de proposer l'exercice à d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans l'équipe, moi, ça me permet d'illustrer une règle qui m'est très chère, c'est la loi des 2 pieds. Qu'est-ce que c'est cette règle? C'est qu'à partir d'un moment donné où vous vous estimez dans une réunion, dans n'importe quel événement, j'espère pas pendant cette conférence, que soit vous apprenez rien, que vous apportez pas de valeur, que vous savez rien, que vous ennuyez, vous prenez vos 2 petits pieds et vous vous barrez. C'est pas grave. Le mob, c'est pas obligatoire. Nous, on les fait tous parce qu'on adore ça et c'est super. Mais si au bout d'un moment, vous voulez vous en aller, faites-le. Moi, ça m'arrive plein de fois sur les mobs front-end d'aller au début parce que le côté conception, ce qu'on veut faire, etc., ça m'intéresse énormément. Et par contre, l'implémentation technique, soit je vais vite décrocher, soit je vais perdre en intérêt pour les autres et pour moi. Et du coup, je vais dire salut les gars, on se voit tout à l'heure, travaillez bien pendant que je me fais des petits cafés. Alors malgré tout ça, il y a toujours des difficultés qu'on rencontre. Quelles sont-elles, Maxime? Le vrai problème de travailler vraiment en équipe, ça va être le rythme. En fait, là, on ne peut plus vraiment aller à la vitesse où on veut, on est obligé de s'adapter au rythme du groupe. Et c'est quelque chose qui paraît simple, mais qui est extrêmement compliqué. Notamment, du coup, le manque de rythme, quand vous êtes à l'aise avec le sujet et que c'est très clair que c'est une base de code que vous connaissez sur le bout des doigts, et quand vous devez expliquer 5 fois à quoi sert cette fonction et que le mec en face il comprend pas, au bout d'un moment c'est un petit côté agaçant. Vous aimeriez vraiment avancer et vous vous dites là ça serait fini le ticket de toute évidence s'il n'y avait pas Maxime dans ce mob. Je m'excuse. Du coup, toi, ce que tu dois ressentir régulièrement, c'est quand c'est beaucoup trop soutenu. C'est pareil quand vous êtes en train de ramer parce que vous comprenez pas pourquoi c'est si logique pour les autres, mais que c'est pour vous voyez pas comment ça marche. Et c'est quelque chose qui vous essayez 1 fois, 2 fois, et puis au bout de 2 heures en groupe à essayer de ramer, à un moment vous allez lâcher et on vous rattrapera pas. Donc l'idée, ça va être de s'adapter au rythme des autres. Donc c'est un vrai soft skill, c'est un vrai effort. Il y en a plein, il y a vraiment plein de bénéfices, mais c'est vraiment compliqué. À l'échelle d'une journée, c'est pas compliqué à l'échelle de 5 minutes, à l'échelle d'une journée, c'est vraiment long. Pareil, accepter la saisie des autres, accepter que Jean-Michel, il sache toujours pas, après 15 ans d'expérience, où est le point-virgule, qu'à chaque fois vous le voyez qui regarde le clavier, ah oui, c'est ici. À la première fois, c'est rigolo, on se fout un peu, machin, et puis à la fin de l'après-midi, quand vous passez 3 secondes juste à ce qu'il cherche la point-virgule, ça commence à être pénible. Donc voilà, il va falloir accepter
que la saisie, c'est un exercice dans lequel tout le monde avec lequel tout le monde n'est pas à l'aise. Et du coup, là je remets une petite pièce sur le pas de saisie en parallèle. Donc quand on fait du mode en remote, notamment quand on fait du front-end, on utilise VS Code, et VS Code, ça permet d'avoir chacun son petit pointeur, et chacun d'éditer son fichier dans son coin. Et nous, on était tranquillement en train de faire du JavaScript durant ce mob. Un plaisir. N'est-ce pas? Et pendant qu'on était en train de faire ça, en fait, il y a un autre gars qui, lui, a priori, ça n'intéressait pas, il était probablement au-dessus du lot. On débattait des exceptions et des types en JS, donc ça mettait forcément un peu de temps. Et du coup, lui, il était en train de faire du CSS dans un autre fichier en parallèle. Et du coup, c'est dommage parce que, alors je dis pas que j'ai une passion pour le CSS, mais j'aimerais bien essayer de comprendre comment on aligne au milieu une boîte. Et du coup, il a fait ça tout seul dans son coin et nous, on n'a pas pu monter en compétence là-dessus. Et lui, pendant ce temps-là, finalement, il partageait pas la solution qu'on était en train de mettre en place dans le JS. Donc voilà, essayez de vous astreindre à respecter ce truc-là. On met les mains dans le dos ou sur la tête, je sais pas, on fait un truc, mais voilà. Les navigateurs, ils naviguent et il n'y a que le driver qui code. Je vais encore illustrer ça par une mauvaise pratique. Il y a la semaine dernière, je me suis fait reprendre par la patrouille. Pour le coup, c'était pas une édition dans le code. Je fais un petit parallèle avec la session d'avant. Il y avait des choses à faire dans Vault. Et du coup, ça me paraissait un peu tricky pour le truc du mob. Je dis, je vais le faire. Et certaines personnes ici présentes m'ont dit, tu serais pas en train de faire un truc dans notre dos, toi? Et du coup, j'ai avoué, parce qu'il faut avouer à moitié pardonner, déjà de une. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte, en fait, c'était con, parce que la nouvelle personne qu'on allait intégrer dans l'équipe, il allait pas voir ce truc-là, le vol, peut-être que lui, il a passé Credential, du coup, c'était le moment de dire, attends, tu demandes un tel, machin. Voilà. Donc, même quand on est expert renommé sur le programming, on peut encore faire des bêtises. Donc, pensez à ça. Un des points fondamentaux, pour moi, de la difficulté du mob, c'est la fatigue. C'est un exercice hyper fatigant. Pourquoi? Parce que toutes ces questions de rythme, le manque, le trop, s'adapter aux autres, CTRL-C, CTRL-V, putain, mais fais-le plus vite, c'est fatigant, en fait. Et ça met une pression sociale, pas sociale, mais psychologique assez élevée. À la fin du mob, je pense qu'on est tous très contents, déjà, mais on est tous très fatigués. C'est vraiment au bout de 3-4 heures, généralement vers 17h, 17h15, on quitte l'exercice, parce qu'en fait, on est mort. La semaine dernière, on a enchaîné 3 jours de mob, et c'était une très bonne chose pour l'onboarding, etc., etc. À la fin, c'est vraiment un peu dur. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Les équipes qui font du mob tout le temps, je pense qu'elles n'ont pas le même rythme que nous, on s'impose. Vu que nous, on ritualise l'exercice, on a envie d'aller à fond en mode « ouais, c'est trop cool, on est tous ensemble, etc. » Et au final, je pense que le rythme est un peu trop élevé, des fois, mais qu'on s'impose et on y arrive quand même. Pensez également à faire une pause. C'est hyper important. Coupez, même si vous êtes dans l'euphorie de « ah, ça va bientôt fonctionner », faites une pause, 10 minutes, un quart d'heure, et revenez avec l'esprit un peu plus clair. N'en profitez pas pour vous barrer. Des 2 pieds, c'est bien, mais prévenez vos copains quand même. Le sujet, on remet une pièce dans la machine. Bien le choisir, des sujets qui vont concerner, qui ne vont pas être rébarbatifs et qui ne vont pas manquer de valeur. Il faut faire des choses qui ont de la valeur. Il faut que tout le monde soit dans une bonne dynamique, donc, encore une fois, choisissez le bien. Et c'est une des difficultés. Au début, vous allez vous planter, mais c'est normal, c'est pas grave. Vous allez apprendre de vos erreurs et vous affinerez votre choix de sujet. Autre difficulté, attention aux dépendances. Quand on est tous réunis dans une pièce au même endroit et qu'on déclenche une action à un outil qui est externe ou à une personne extérieure, une entité extérieure, et que cette interaction prend du temps, ce temps est multiplié. Que ce soit de la CI, lancer un build. Lancer le build, c'est peut-être le moment de faire la pause, par exemple. Mais un quart d'heure fois 5, 6, 7, etc., en fait, ça coûte au final. Donc attention à vos dépendances, les outils externes, et surtout le matos. La télé, l'écran blanc. Et autre chose très importante, je possède un bel ordinateur d'une marque américaine, ça marche très très bien, sauf que je pense que je peux te laisser 5 minutes, tu vas pas trouver comment faire un pipe. J'ai pas réussi à changer les slides de tout à l'heure. Voilà, par exemple. Donc en fait, ça c'est un handicap, parce que on prend jamais, si on fait tous en présentiel, on va jamais utiliser mon laptop, parce qu'en fait le dispositif clavier, en fait, c'est pas le même tout simplement, et c'est tout con. C'est juste un clavier. On pourrait mettre un clavier externe, mais en fait ça va pas marcher. Du coup, c'est pas grave, on prend le poste d'un autre, et en remote, j'ai aucun souci. Mais sur le matériel, c'est comme les IDE. Si sur votre IDE vous avez des raccourcis qui sont pas la norme entre guillemets, en fait les gens qui vont utiliser l'IDE, ils vont être paumés quoi. Ou alors ils vont tout casser sans le vouloir. Et alors, shérif,
C'est quoi l'après-midi de productivité? On arrive à quel chiffre? C'est moult. Moult. Alors, il y a certainement des chefs de projet dans la salle, du coup, on va donner ce chiffre. Et on s'excuse aussi, en passant. Et du coup, on va déjà vous expliquer, nous, comment on l'a calculé, parce que c'est évidemment quelque chose de très précis, vous imaginez. Alors déjà, petit disclaimer, vous voyez, ces gens-là, c'est évidemment pas des développeurs, ils sont pas habillés comme moi. Ils ont des sièges en cuir, on est plus là, dans la direction, mais ils font quand même quelque chose qui doit s'apparenter au mob. Ils se réunissent tous au même endroit. Alors, ils ont chacun leur clavier et tout ça, parce qu'ils sont un peu plus hauts dans la hiérarchie, évidemment. Mais ils font quelque chose qui s'apparente au mob. Ils concentrent tous leurs efforts au même moment pour résoudre un problème. Certainement très compliqué. Tu remarqueras que ces gens brillants possèdent le même genre d'ordinateur que moi. Tu vas pouvoir évoluer, Maxime. Merci. À une autre échelle, finalement, ces gens-là, ils font quelque chose qui est un peu plus compliqué que nous, ce qu'on fait, de faire un site web. Ils envoient des gens dans l'espace. Et du coup, pareil, ils concentrent tous leurs efforts au même moment et au même endroit pour réussir la tâche qui leur incombe. Alors, les bénéfices, pour calculer le gain, on va voir les bénéfices. Pour nous, évidemment, c'est un énorme team building. Tous les mercredis, on passe quand même un excellent moment où on va partager énormément de choses sur le projet et sur tout ce qui gravite autour. C'est un excellent moment pour travailler la bienveillance, parce que du coup, on est tous ensemble et il va falloir accepter de travailler vraiment en équipe. C'est un moment où on ne s'isole pas et on va vraiment devoir se dire les choses. On va vraiment travailler les soft skills. La communication dans une après-midi où vous ne pouvez pas vous échapper parce qu'il y a quelqu'un qui ferme la porte à clé pour être sûr que personne ne s'en aille. Eh ben, c'est quelque chose qui va pareil, nous aider à travailler vraiment là-dessus et qui va assainir l'ambiance de l'équipe et on va lever les tensions, on va aborder des sujets qui traînaient forcément un petit peu dans certains cas. Et du coup, ça permet d'entretenir la sécurité psychologique à base d'insultes et de trolls avec le sourire. Faut avoir un petit peu comment on appelle ça, de retenue pour travailler avec Mathieu. Faut pas tout prendre à cœur, sinon c'est difficile. On remet juste ça, c'est pour vous à la maison. Si vous devez retenir un truc, c'est que pour les gens, c'est cool. Nous, on aime beaucoup ça. Ça permet aussi de communiquer dans l'équipe. En termes de montant en compétences et de partage sur tout ce que vous faites au quotidien, c'est chouette. Comprendre les incompréhensions des autres. Je vous laisse 2 minutes pour... La montée en compétences techniques, évidemment, de fait de l'exercice. On code, on apprend des trucs, des frameworks, des fonctions, peu importe. La montée en compétences fonctionnelles sur le produit que vous êtes en train de développer ou de maintenir. La montée en compétences organisationnelles. Quand je suis arrivé chez West France, j'ai fait « Hey, salut !» On a fait « En fait, dans cette entreprise, on fait du papier, on a des journalistes, on a des gens qui font du web, on a des gens qui font une plateforme, il y a probablement des gens qui font de la sécurité. » Enfin, vous voyez. Et du coup, en fait, on se rend compte que on a forcément plein de dépendances avec ces équipes. Et c'est dur de les illustrer quand on te dit « Tiens, tu fais un CRUD pour faire X ou Y », on voit pas toute cette enveloppe. Et c'était le bon moment pour moi d'échanger avec Mathieu et les autres personnes de l'équipe sur « Ah oui, tel service, ils font X, ils font Y ». Et tous les tips and tricks du quotidien, les raccourcis, spécialité de Mathieu, comment tu lances ton image, comment tu fais tout ça. Je rajoute un petit truc. Ah oui, que j'oublie à chaque fois d'ailleurs. Évidemment. Ça commence à être agaçant. On a quelqu'un qui était plutôt au front, du coup, et qui a voulu venir sur le bac. Et du coup, quand même, il a eu une petite formation, mais la majorité de sa formation et de sa montée en compétences, elle s'est fait à travers du mob programming. En fait, du coup, lui, il codait 30 minutes au lieu des 15 minutes sur lesquelles on tournait. En fait, ça lui a permis d'apprendre vraiment le framework sur lequel on est, le langage, les librairies, et de se concentrer sur la manière dont on l'utilise. Et c'est quand même aussi une bonne manière de faire changer, de monter en compétence sur d'autres domaines. Et une montée en compétence qui est lissée sur plusieurs semaines, et pas une formation d'un bloc où on peut oublier peut-être un bon pourcentage. En termes de base de code, moi je trouve ça vraiment chouette. Rien de plus terrible dans une base de code que l'hétérogénéité, que Michel il fasse du stream, que je sais pas qui il fait du for each, etc. Ça c'est un exemple vraiment à la marge, mais sur des patterns d'architecture, ça peut devenir un enfer à maintenir. La base de code, forcément, elle est partagée, puisqu'on fait les choses ensemble, ou du moins on les revoit ensemble quand elles sont déjà en place. La code review est intégrée dans l'exercice, et ça c'est chouette. Et puis on a une confiance dans cette base de code qui est diffuse, c'est-à-dire c'est pas Mathieu qui est responsable de telle fonctionnalité, c'est toute l'équipe, on l'a fait ensemble. Et on a confiance dans cette base de code, puisqu'on sait qu'on l'a testé, qu'on l'a déployé, et qu'on est des génies aussi. Et ça, hop là, j'ai divulgué une information secrète.
À la veille des vacances, c'est très bien de faire des mobs, parce que en fait, si Maxime il part en vacances et qu'il est le seul à avoir travaillé sur une base de code, et ben, quand il va partir en vacances, il n'y aura plus personne qui sera là. Si vous pouvez faire un mob juste avant les vacances, ou bah, finalement sur un sujet qui concerne cette zone-là, bah, finalement automatiquement toute l'équipe elle va apprendre sur ce truc-là et elle sera moins tout nue quand il y aura un bug sur le code de Maxime qu'on a mis en prod. Et du coup, Et le chiffre exceptionnel pour vous garantir que l'intérêt du mob programming, c'est de 330, c'est un gain de productivité de 338,76%, certifié. dans les dents, shérif. Bam. Alors, évidemment, petite blague, blague à part, évidemment, si une femme fait un enfant en 9 mois, 9 femmes ne font pas un enfant en un mois, et ben c'est la même chose. Si on met 5 développeurs une après-midi ensemble, ils vont pas développer une tâche qui faisait 2 jours, qui avait été estimée à 2 jours et demi, enfin qui prend 2 jours et demi de travail. Eh ben non, on va produire à peu près une demi-journée, il n'y a pas de magie. Mais par contre, on va échanger sur beaucoup d'autres choses, et le gain, il est pas sur la productivité du ticket, mais sur, évidemment, tout ce qu'il y a autour. Tout l'ensemble. Et même disclaimer, une tâche qu'on estimerait faire tout seul en une après-midi, vous la ferez pas en une après-midi en mob. C'est, de mon point de vue, impossible. Vous mettrez plus de temps. Mais c'est pas grave. L'intérêt, je pense que vous avez compris, c'est tout le coffret qui entoure. C'est tous les petits bonbons et le petit sucre qu'il y a autour de l'exercice. Un autre disclaimer, Mathieu? Évidemment. C'est que pour arriver à ce chiffre faramineux de 330%, là, eh ben, c'est qu'on a échoué misérablement un nombre assez impressionnant de fois. Et que c'est une pratique agile, en fait. Il faut échouer pour adapter la pratique à votre équipe, à vos besoins, à votre environnement. Et autre disclaimer, puisqu'on parle de shérif, qui est un malotru, déjà de une, mais qui peut être oppressant dans une équipe et qui va jamais vous donner cette latitude de faire un mob. Et ben, conseil d'amis, on peut dire ça. Bah, lui dites pas en fait. Faites-le et c'est pas grave. Pas si vous faites remonter les bretelles, et bah vous avez des arguments pour lui dire que en fait si ça valait le coup. Peut-être que si c'est vraiment un vrai problème et que vous faites licencier, sachez que nous ne sommes pas responsables. Vraiment. Mais sinon, faites-le en douce. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Il y a des QR codes qui sont apparus. Ah, c'est ça. Alors, il y a les slides d'un côté et un QR code pour avoir un abonnement gratuit à Ouest France. Est-ce que vous avez des questions? On a un tout petit peu de temps pour les questions. Ouais, je crois que je sais plus si vous l'avez dit, mais j'imagine que du coup, durant le mob, la personne qui tient le clavier, ça a un certain impact. Est-ce que ça tourne durant le mob? Est-ce qu'il y a une règle par rapport à ça? Ouais, toutes les 10 minutes, on tourne. Pour garder du rythme, sinon c'est chiant en fait. Je ne sais plus si vous l'avez dit, la taille de l'équipe à peu près, c'est combien? 5, nous on est 5. Ouais, 5. C'est en gros une pizza team, c'est bien quoi. Au-dessus, ça peut devenir compliqué, je pense. Au-dessus de 7-8, ça devient compliqué. C'est long de ne pas avoir le clavier en fait à un moment. C'est fatigant de réfléchir. Le risque de décrochage est quand même vachement élevé quand tu interviens une fois toutes les 2 heures. Il y avait une question. C'était celle-là? Est-ce que vous avez vu la différence sur du retour de bugs ou de maintenance, ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment de rapport? Est-ce qu'il y a moins de bugs peut-être sur des tâches qui ont été faites en... On avait déjà pas de bugs avant alors du coup. Des bugs? Non, pas spécialement. Mais par contre, peut-être moins d'itération sur la manière dont on va mettre en œuvre la solution. Enfin, on partage dès le début de où on part et où on veut aller, et on sait les itérations qu'on va faire. Donc ça, c'est déjà partagé, il y a moins de... Ce qui est intéressant dans les résolutions de bugs, elles sont rarement traitées en mob, la question d'urgence, mais le fait d'avoir fait des mobs avant, en fait, quasiment tout intervenant est en mesure de traiter l'anomalie. Donc ça, c'est pas mal. Il y a un truc qu'on n'a pas dit dans la conf, et c'est pas grave, c'est que une fois, on a eu un incident de prod, et en fait, c'est toi qui l'avais géré, brillamment. Et tu avais eu le réflexe de pourquoi pas s'isoler, c'était en remote, etc. En fait, on a dit, en fait, non, reste avec nous. Et en fait, montre-nous aussi comment tu fais, quels outils tu utilises, tu vas à quel endroit, c'est quoi ton schéma de pensée pour résoudre. Et moi, j'avais trouvé ça super. Merci encore. Parfois, on entend parler d'autres rôles que le navigateur et le pilote, par exemple l'éclaireur ou le housekeeper. Est-ce que vous avez expérimenté ça ou pas?
Alors c'est le mec qui cherche sur Internet pendant que les autres codent, ça, non? Ouais, en gros, j'ai pas. On l'avait au détaillé début, c'était plus, un mais- rôle qu'on donnait souvent au PO. Laurent qui était là, il faisait ça. On n'a pas, c'est pas quelque chose qu'on a gardé nous, et je saurais pas dire pourquoi. Je pense que, mais c'est pas quelque chose qu'on a. On essaie de faire des trucs assez concrets pour qu'il n'y ait pas de recherche sur Internet de comment ce framework fonctionne, de tout ça. Donc, vu que c'est fait en amont, peut-être c'est parce que c'est fait en amont qu'on n'a pas vraiment ça. Je pense que c'est la personne qui lead le mob en fait qui a tendance à faire ça avant. Et après, quand on a une recherche à faire en cours, ce qui arrive tout le temps, et ben en fait on le fait en cours et on le partage et tout le monde le fait en même temps en fait, généralement. Oui, avez-vous licencié la personne qui faisait du CSS pendant que vous faisiez le mob JavaScript? C'est en cours. La place est bientôt libre, si ça t'intéresse. Je profite de ce petit interview. Il y a une autre conf sur le mob programming, sur le tooling cet après-midi. Oui, alors merci, c'était une super conférence. Et je voulais savoir, est-ce que du coup, quand vous prenez un ticket pour faire votre mob programming, est-ce que vous affinez moins le ticket parce que vous savez que peut-être il y aura la personne qui est au sujet du ticket qui sera présent au mob programming, et du coup vous avez besoin de moins affiner? Je pense, de mon point de vue, que c'est l'inverse. On va D'accord. plus affiner le ticket pour lever les loups éventuels lors de la réal pour éviter de perdre du temps pendant l'exercice. Du coup, la personne qui s'occupe de ce ticket n'est pas au mob programming alors? Si. Si, En elle fait, est l'affinage, de quand même toute façon, dans tous les cas, enfin, peu importe comment vous l'appelez, mais il est fait sur tous les tickets. Que ce soit un ticket mob, un ticket normal, etc. Sur tous les tickets. Et après, le leader va réaffiner, lui, pour tirer vraiment les ficelles, etc. Du truc. Et après, cette personne est présente aussi au mob. Ok. Généralement. Un ticket qu'on a marqué comme étant éligible au mob, il va pas forcément être fait en mob parce que si ça traîne trop, enfin voilà, donc il est affiné normalement. C'est juste voilà, il est propice au travail en équipe. Extrêmement. Merci. Je pense que vous pouvez aller déjeuner, je crois que c'est maintenant. Je crois qu'on a épuisé le temps. Si vous avez des questions, vous pouvez venir nous voir ou les poser à Mathieu. Merci.